Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Samuel Lévy, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Voilà, vous êtes entrepreneur, vous êtes conseiller politique du député Chasse Yossi Tayeb et vous nous accordez cet entretien en direct de Bnei Brak où vous habitez, je ne trahis aucun secret. Alors Samuel Lévy, on va commencer par le commencement. Vous le savez, il y a de nombreuses prises de position qui se développent dans l'espace public israélien, mais j'allais vous dire aussi même dans l'espace public international, des voix connues, je pense notamment en Israël à l'éditorialiste politique Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot, mais je pense aussi très récemment à l'entrepreneur et ancien maire de New York Michael Bloomberg. Tous dénoncent cette fracture morale qui serait en train d'être creusée par le projet gouvernemental de la réforme judiciaire et plus largement, j'allais dire, les troubles qu'il crée dans la société israélienne. Est-ce que vous partagez ce diagnostic et ces inquiétudes, Samuel Lévy? Tout d'abord, merci Alexis Lacroix pour votre invitation. Je dois vous avouer que ces dernières semaines ne furent pas simples, aussi bien pour les partisans du gouvernement que pour ses détracteurs. Vous me demandez si Israël est au bord de la fracture morale. Je ne peux vous répondre que par l'affirmative et même aller plus loin en disant que Israël, sa société, son peuple, le Ham Israël, est déjà dans la fracture morale. Ça se traduit dans divers domaines tels que la politique, le monde des affaires, la religion et aussi la justice sociale. Alors, oui, malheureusement. Oui, justement, Samuel Lévy, une des caractéristiques, disons, du parti qui est le vôtre, le Chasse, c'est un parti qui a toujours essayé de rassembler les Israéliens autour d'un projet, j'allais dire, apaisé. Alors, la question est très simple. Si vous faites ce diagnostic d'une fracture, en tout cas qui menace, qui devient une menace imminente, une menace grandissante, est-ce que vous vous dites qu'il y a des responsabilités et qu'il y a des choses à éviter aujourd'hui, justement, pour que cette fracture ne s'accentue pas et ne devienne pas irréversible ? Bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il faut éviter. Malheureusement, vous savez, il y a une vraie scission aujourd'hui dans la société israélienne, comme je vous le disais, entre la droite et la gauche, entre les croyants et les laïcs purs et durs, entre les partisans de la réforme de la justice et les admirateurs de la Cour suprême. Ça va même plus loin, entre la périphérie et le centre. Pour moi, juste pour développer, vous savez, cette fracture, elle provient bien sûr des 5 élections législatives qu'on a dû subir en 3 ans et demi, des deux côtés. De la gauche et de la droite aussi, on a tout fait pour attirer des électeurs et pour polariser le débat à l'extrême. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qu'il faut pour éviter, on l'a vu, le gouvernement de droite tend des perches en fait aux opposants de la réforme et essaye de créer un dialogue. Malheureusement, je ne pense pas que les conditions du dialogue soient réunies aujourd'hui pour avoir justement de façon apaisée un rapprochement entre la gauche et la droite sur la réforme de la justice. C'est sûr qu'en tout cas, il ne faut pas faire de déclarations à l'emporte-pièce. On a entendu trop dernièrement des déclarations complètement ahurissantes d'anciens généraux de l'armée. Vous pensez à Dan Khaloutz notamment, qui a suscité... Mais bien sûr, je pense à Dan Khaloutz, je pense à Ron Hudaï qui est le maire de Jérusalem, je pense à Boughi Ya'alon, je pense à Ehud Barak qui ont fait des déclarations complètement fracassantes, qui appelaient de façon complètement dévoilée à une guerre fratricide entre nous. Israël aujourd'hui n'a pas le luxe de pouvoir avoir une guerre civile. Israël, vous savez, c'est le seul endroit au monde où les Juifs doivent se sentir en sécurité. Et même si ces dernières semaines, on a vu que le prix à payer pour vivre ici était très élevé, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Ce n'est pas une simple phrase. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Aujourd'hui, les vrais ennemis, ce ne sont pas les Juifs entre les Juifs. Les vrais ennemis d'Israël, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est le régime iranien. Et il convient de rappeler à tout le monde que des élections libres et démocratiques ont eu lieu le 1er novembre et que le résultat était clair. Et que la démocratie, c'est aussi reconnaître que la majorité l'emporte, même si, vous savez, elle n'est pas de notre avis. Et pour ne pas oublier une chose, c'est que, vous savez, on envoie des députés tous les 4 ans à la Knesset,
et ces députés-là, on peut les changer. L'alternance existe, je suis bien placé pour vous le dire, on l'a vécu pendant 1 an et demi, et il faut faire très attention aujourd'hui pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Les esprits sont extrêmement chauffés, et malheureusement, je crains qu'il y ait un dérapage si ça continue comme ça. Alors Samuel Lévy, je rappelle, vous êtes conseiller politique du député Chasse Yossi Taïeb. Vous êtes d'ailleurs un habitué des studios de Radio J. On a souvent l'occasion d'échanger avec vous, c'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est ce que vous répondez en gros à l'argumentaire de ceux qui dénoncent une dérive en quelque sorte prédictatoriale ou en tout cas autoritaire du pouvoir israélien actuel, né des urnes il y a 4 mois. Mais par ailleurs, on peut quand même s'interroger sur ce climat général. Et qu'est-ce que vous pensez de la réforme elle-même? Est-ce qu'elle fortifie la démocratie israélienne ou est-ce qu'elle remet en cause un certain nombre de ses principes? Je pense notamment à la tribune de Michael Bloomberg qui insiste sur le fait que si cette réforme voit le jour, eh bien la séparation des pouvoirs n'existera d'une certaine manière plus en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de critiques qui sont aujourd'hui récurrentes et qui n'émanent pas de gens qui sont hystériques, vous voyez? Oui, bien sûr, vous avez raison, Alexis. Mais vous savez, je pense que tout d'abord, le débat doit se faire ici entre les Israéliens. Je ne pense pas qu'il doit y avoir d'interférence et d'ingérence, que ce soit d'État en dehors d'Israël, ou alors même pour être clair, Samuel Lévy, vous nous dites ce matin sur Radio J, c'est très intéressant, vous êtes le conseiller politique de Yossi Taïeb, que la diaspora n'a pas forcément son mot à dire dans cette affaire, c'est ça? Bah, oui, et puis surtout, j'ai l'impression qu'aussi le débat est biaisé. J'ai l'impression que si on demandait précisément ce sur quoi les gens ont une crainte, ils vont vous répondre que Israël est en train de passer à une dictature. Mais c'est faux. Au contraire, ce que vient faire la réforme du ministre de la Justice, Yariv Levin, c'est au contraire, c'est mettre de l'ordre, c'est remettre à niveau les différents équilibres entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. En gros, si vous voulez, en une phrase, c'est qui aura le dernier mot ici en Israël? Est-ce que ça sera le Bagat, la Cour suprême, ou est-ce que ça sera la Knesset et les députés qui ont été élus par le peuple? Pour moi, je suis un fervent défenseur de cette réforme, même si je suis persuadé qu'on peut y apporter des éclaircissements, on peut écouter et on peut aussi apporter des amendements, mais pour moi, le dernier mot doit être aux députés, aux gens qui ont été élus par le peuple. Alors justement, Samuel Lévy, il y a un débat de fond que nous pouvons aborder ensemble, puisqu'on a un petit peu de temps, vous voyez, c'est très intéressant. Vous savez bien que cette réforme renvoie en quelque sorte à 2 interprétations en partie différentes de la démocratie représentative. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation libérale, qui était celle d'ailleurs à laquelle Binyamin Netanyahou pendant longtemps adhérait. C'est-à-dire l'idée que, au fond, le contrôle de constitutionnalité fait partie du fonctionnement d'une bonne démocratie. C'est le cas dans la plupart des démocraties européennes, par exemple. C'est le cas aux États-Unis, mais c'était longtemps le cas en Israël avec la Cour suprême. Et puis, il y a la nouvelle interprétation, on va dire alternative de la démocratie, qu'on appelle, dans les pays d'Europe centrale, illibérale, qui considère qu'effectivement, il faut que ce soit le peuple, au travers de la représentation nationale, qui ait le dernier mot. Est-ce que je résume bien, d'après vous, les enjeux philosophiques du débat autour du rôle du Bagatz? Mais vous avez tout à fait raison, Alexis. D'ailleurs, depuis 30 ans, la Cour suprême israélienne invente des termes juridiques comme par exemple le caractère raisonnable, et je pourrais donner d'autres exemples aussi, qui sont des interprétations de la loi. Elle se permet d'invalider des lois de la Knesset, pourtant qui ont été votées par des représentants du peuple. Elle peut même invalider ce qu'on appelle des Chok Yesod. Comme vous savez, Israël n'a pas de constitution, malgré que Aaron Barak le président de la Cour suprême, Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême. Qui fut l'ancien président de la Cour suprême et qui, dans les années 90, a instauré cette révolution de la Cour suprême qui a maintenant, au contraire, la possibilité de revenir sur des lois fondamentales. Et entre guillemets, entre autres, il s'est octroyé des droits, et on peut dire qu'il a mis, on va dire en partie, Israël avec une chouka, c'est-à-dire avec une constitution. Vous savez, pour résumer ça, je pense que malheureusement, il y a dans le sentiment de la société israélienne une non-représentativité de la part dans la société des juges
de la Cour suprême, on a vu que trop souvent, ils se choisissaient, ils se cooptaient entre eux. On a vu que malheureusement, beaucoup de personnes de la société israélienne n'étaient pas prises en compte justement pour représenter les juges dans la Cour suprême. Et c'est bien dommage, et c'est aussi pour cela que c'est important de réformer, parce que dans très nombreuses cas où la Cour suprême est intervenue, on a vu qu'il y avait d'un côté un activisme qu'on va dire prêt à refuser des lois venant de la droite, et d'un autre côté, on laissait passer, comme par exemple lorsqu'il y a eu le plan de l'Aïtnat-Kout, du plan de désengagement de Gaza, où à ce moment-là, la Cour suprême s'est déclarée pas incompétente, mais n'a pas jugé bon de statuer pour savoir si c'était légal ou pas légal de se retirer du gouche catif. Alors, je rappelle, donc, Samuel Lévy, vous êtes le conseiller politique de Yossi Taïeb, notre ami Yossi Taïeb. Vous êtes d'ailleurs entrepreneur aussi. Nous débriefons sur la situation politique en Israël, cette crise qui semble s'accentuer de semaine en semaine. Vous nous dites donc globalement, la réforme judiciaire va quand même dans le bon sens. Enfin, en tout cas, rétablit un équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et le politique en Israël. Vous pensez qu'elle a des chances d'aboutir dans le contexte actuel ? En tout cas, je l'espère, et je l'appelle de tous mes voeux pour une seule chose. Vraiment ? C'est que ouais. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous savez, le problème de la droite en Israël, c'est que quand la droite est au pouvoir, elle ne va pas souvent jusqu'au bout de ses réformes. Alors que quand la gauche est au pouvoir, et c'est une critique pour la droite, la gauche, au contraire, elle joue son rôle quand elle est au pouvoir. Pour elle, elle y va, elle avance et elle fait les réformes. Et on voit bien que le fait que la gauche demande aujourd'hui d'arrêter, en préambule, pour discuter, d'arrêter la réforme judiciaire, d'arrêter justement le fait qu'elle avance à la Knesset, c'est tout simplement pour essayer de gagner du temps, pour louper, on va dire, cette période législative et que ça redémarre dans quelques mois. Et en fin de compte, pour accentuer la pression auprès du gouvernement pour qu'il retire cette réforme. Et au contraire, aujourd'hui, il y a eu 5 élections à répétition. Ce n'est une surprise pour personne, cette réforme judiciaire. Yariv Levin l'appelle depuis plus de 20 ans. C'était dans le dernier programme du Likoud. Donc, au contraire, si on a envoyé ces personnes-là à la Knesset, si on a envoyé ces députés à la Knesset, c'est bien pour qu'ils fassent le travail et pour qu'ils y aillent jusqu'au bout. Alors Samuel Lévy, nous sommes ensemble, nous débriefons la situation politique, mais on va élargir, si vous voulez, la focale. Vous avez évoqué au début de notre entretien, et c'est évidemment fondamental, au-delà des divergences politiques, en gros, entre la droite et la gauche, je résume, vous avez évoqué 2 sociologies, en quelque sorte, qui s'opposent. L'Israël des centres-villes, on pense notamment, bien sûr, à la conurbation urbaine de Tel Aviv, et l'Israël des périphéries. Est-ce que vous pensez que c'est l'un des enjeux de la situation morale du pays aujourd'hui, c'est-à-dire, si on explicite, le sentiment d'un certain nombre d'habitants des villes de la périphérie d'être abandonnés par les élites politiques des centres-villes? Oui, vous savez, aujourd'hui, Israël, c'est la high-tech versus les habitants des petites villes périphériques qui ne peuvent se déplacer qu'en autobus, où ils passent des heures dans les bouchons. Malheureusement, on va dire aujourd'hui, le parti Chasse est le seul représentant de ces voix-là, de ces gens qui habitent dans les périphéries, qui subissent le coût de la vie qui explose de façon exorbitante, et qui ont traversé l'épidémie du Covid tant bien que mal, et qui aujourd'hui se retrouvent, on va dire, d'une certaine façon déclassés, qui ne peuvent plus acheter d'appartements, qui ne peuvent plus, dont les biens de première nécessité sont devenus difficiles à acheter du fait de l'inflation. Aujourd'hui, le Parti Chasse est leur voix. Nous tentons de remédier à cette situation justement en apportant des réponses, que ça soit aussi bien à travers des cartes alimentaires qu'en ayant créé le centre contre la pauvreté ici en Israël. Vous rappelez, on va dire, cet Israël d'en haut et cet Israël d'en bas. On voit bien que justement l'Israël d'en haut, qui est représenté par la région centre et entre autres Tel Aviv, je me demande si parfois ils pensent à leurs frères qui vivent à quelques dizaines de kilomètres de là,
ça me fait parfois un petit peu froid dans le dos quand on voit vers quel chemin on se dirige. Alors justement, Samuel Lévy, vous évoquez cet Israël d'en haut, cet Israël d'en bas. Il y a d'ailleurs des problématiques analogues. Les francophones d'Israël le savent bien. Vous en êtes en France avec ce qu'on appelle la France périphérique, qui est polarisée vis-à-vis de la France des centres-villes. Est-ce que vous avez l'impression que justement cette fracture entre les deux Israël, sur le plan géographique, s'est accentuée ces dernières années? Et si oui, pourquoi? Alors, ça s'est accentué ces dernières années, d'une certaine façon, parce que, vous savez, en Israël, déjà, il y a un problème de transport en commun. Ça peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre, mais en Israël, non, mais c'est important. Les premières lignes de métro n'ont pas encore vu le jour. On espère que ça sera d'ici quelques mois. Mais il faut savoir que ici, pour se déplacer, nous avons ou la voiture ou alors les autobus. Et le pays est rempli d'autobus et surpeuplé, enfin, on va dire, est complètement saturé d'autobus. Et c'est très compliqué, justement, pour les gens qui sont dans la périphérie, pour qui le travail se situe, on va dire, dans la région centre. Et c'est d'autant plus difficile pour eux qu'aujourd'hui, se déplacer en Israël est devenu un véritable problème. Faut savoir qu'avoir ici une voiture en Israël coûte extrêmement cher. La carte grise, vous la payez chaque année. L'assurance est beaucoup plus élevée qu'en France, de même que le prix du carburant. Et d'ailleurs, jusqu'à il y a quelques temps, avoir une voiture en Israël ne vous permettait pas d'avoir d'aide sociale, parce que c'était considéré comme on va dire, comme une sorte de produit de luxe. Alors que pour trouver un travail, c'est quand même le plus important. Donc, je pense que ça s'est accentué. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre à cœur le fait de pouvoir mettre une politique de transport en commun digne de ce pays qui est à la tête à la tête et à la pointe de l'high-tech. Digne d'un pays très développé, bien sûr, et qui est la villa dans la jungle, pour reprendre la célèbre formule d'Ehud Barak, dans la région du Moyen-Orient. Mais alors justement, Samuel Lévy, on est ensemble, vous êtes le conseiller politique de Yossi Taïeb, vous venez d'évoquer les fractures géographiques, territoriales qui existent et qui s'accentuent selon vous aujourd'hui en Israël. Vous venez d'évoquer aussi le rôle de votre parti, le Chass, qui est le parti, comme on dit souvent, ultra-orthodoxe séfarade, mais qui est justement un parti qui est privilégié, mais plus largement qui est privilégié par les personnes qui habitent dans les périphéries, justement, qui sont plutôt modestes, etc. Alors justement, vous avez plutôt une politique sociale, en fait, historiquement, vous avez toujours plaidé pour une politique sociale. Je vais vous poser très clairement la question, est-ce que vous vous reconnaissez dans la plateforme économique et sociale de l'actuel gouvernement Netanyahou? Alors, il faut savoir qu'avant de rentrer dans la coalition, Aryeh Deri, qui est le chef du parti Chass, a été très clair. On a fait une campagne sociale. On a fait une campagne pour rappeler qu'en Israël, il y a plus de 1 million de personnes qui ont du mal à se nourrir. Il y a des enfants qui vont à l'école le matin en ayant le ventre vide. Et c'est pour ça inadmissible. Vous savez, le social, c'est d'ailleurs là aussi une crise de la gauche en Israël. Le social, c'était une des grandes valeurs de la gauche, et on voit bien qu'aujourd'hui, le parti Avoda, qui est représenté par Merav Michaeli, est devenu un parti de niche, dont l'idéologie est devenue une idéologie wokiste, qui est centrée vers les problèmes des communautés LGBT, qui est centrée vers les problèmes des Tel Aviviens. Et aujourd'hui, je me désole de ça. Au contraire, aujourd'hui, on devrait repenser toute cette politique sociale ici en Israël. Alors, Aryeh Deri a apporté des engagements forts concernant son entrée au gouvernement. Il a tout d'abord mis sur la table 1 milliard de shekels pour les populations défavorisées. Il a dit que sans ça, il n'y aurait pas de vote du budget. Et c'est une des premières raisons et c'est une des mesures phares, justement. Chass est le seul parti aujourd'hui avec une politique sociale en Israël. Mais alors justement, ça, vous le rappelez, vous avez raison. En quelque sorte, Chass a pris la place de la gauche social-démocrate, d'Avoda. Vous le rappelez, et c'est très juste, Samuel Lévy. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les idées sociales de Chass, de redistribution des richesses, d'aide aux plus démunis dans les villes, dans les villes de la périphérie, dans les villes notamment du Sud, est-ce que cette politique-là est vraiment la politique qui est menée actuellement à Balfour Street, Samuel Lévy?
Alors, écoutez, il est encore un petit peu trop tôt parce que pour juger. Je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que le budget n'a pas encore été voté. Donc, on va voir dans les prochains mois que le budget va être voté. Et à partir de ce moment-là, on verra que toutes les actions qui ont été décidées par Chasse et toutes les promesses électorales qui ont été faites par Chasse lors des dernières élections seront mises en œuvre je vais vous rappeler justement la création de ce grand centre de ce grand centre interministériel contre la pauvreté ici en Israël, qui a été voté par une très grande majorité à la Knesset, de ces cartes de distribution alimentaire. Bien sûr, il convient aussi de redistribuer les fruits que ce soit des moteurs de l'économie ici en Israël pour les plus défavorisés. Il est encore un petit peu trop tôt pour juger de l'action du gouvernement. J'espère, et je serai vigilant à ça, pour que ces mesures-là soient mises en place. Arié Deri, en tout cas, a mis son veto en disant que si ce n'était pas le cas, il quittait le gouvernement et il ne voterait pas le budget. Donc c'est, on va dire, une sorte de promesse qui est très forte et envers nos électeurs et envers toutes les populations qui ont besoin ici de cette aide ici en Israël. Et vous allez vérifier ça, bien sûr, dans les semaines qui viennent. Samuel Lévy, vous êtes le conseiller politique de Yossi Taïeb. Nous avons un entretien passionnant de fond. Alors, le 75e anniversaire de l'État approche à grands pas, c'est dans 2 mois. Qu'est-ce que vous espérez justement pour ce moment ? Est-ce que ce sera un moment de réunion, de rassemblement, de concorde pour les Israéliens, selon vous, Samuel Lévy ? Oh, je l'espère et c'est ma seule prière. Vous savez, vous avez raison de le rappeler. Les enjeux du 75e anniversaire de l'État d'Israël sont énormes. Le 26 avril prochain, Israël fêtera son 75e anniversaire et c'est l'occasion de se rappeler l'histoire de la création d'Israël. Et quand je parle d'histoire, c'est pas simplement celle de l'État moderne de 1948 qu'on connaît bien, mais de la jeunesse d'Israël, cette terre promise par Hachem à nos patriarches. Ce prochain Yom Ha'atzmaut, comme on l'appelle en hébreu, doit être le temps de la réflexion sur les défis auxquels l'État a été confronté au fil des décennies. C'est aussi les réalisations immenses qui ont été accomplies aussi ici en Israël. C'est également l'occasion de réfléchir, comme vous savez, sur la signification de cet État pour le peuple juif et pour le monde entier. Ah oui, justement, qu'est-ce qu'il signifie selon vous ? Puisqu'on voit qu'il y a, disons, une extrémisation de la presse progressiste en France, aux États-Unis, le New York Times, Le Monde, contre Israël. Qu'est-ce que vous aimeriez rappeler à tous ces gens sur la signification profonde de l'existence de l'État d'Israël, Samuel Lévy ? Vous savez, Alexis Lacroix, Israël se situe aujourd'hui à un carrefour de son histoire. Est-ce qu'on va garder un État juif ? Et quand je dis juif, ce n'est pas au sens folklorique du terme, mais c'est garder la voie de la tradition. Et c'est pas, alors disons-le clairement, c'est pas non plus au sens théocratique du terme, comme on le dit parfois. Non, pas du tout. Le sens théocratique du terme, on le gardera quand Mashiach sera là. D'accord. Pour le moment, il n'est pas encore arrivé. Donc, je peux vous dire que voilà, non, c'est pas du tout le sens théocratique du terme. Mais voilà, juste pour vous terminer, pour vous citer une dernière parole. Je vois qu'on entend le générique de fin. Allez-y. Je vois juste que pour terminer, en fait, garder la voie de la tradition, c'est le ciment du peuple juif, c'est notre Torah, et on peut encore trouver dans ce livre sacré la solution à nos problèmes les plus actuels. Alors, est-ce qu'on va devenir un pays qui décide de faire table rase de son histoire, de ses racines, de ses traditions, de sa foi, pour ne plus être aveuglé que par ses prouesses technologiques? Je ne l'espère pas. En tout cas, voilà, les défis sont immenses pour le 75e État. Puissiez-vous être entendu, cher Samuel Lévy. Bezrat Hashem, on vous souhaite un excellent Shabbat. À très bientôt sur les ondes de Radio J. Shabbat Shalom, à bientôt. Merci Alexis. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J.